Cet été, on vous propose des hors-séries avec nos chroniqueurs. Évidemment, cette semaine, c'est avec Benoît que ça se passe. Quand je précise que ce sont des hors-séries avec nos chroniqueurs, vous me direz, mais ouais, mais ça a toujours été le cas. Ben oui, effectivement, mais ils apportent un petit peu d'eux-mêmes chaque fois dans des hors-séries comme ceci. Durant l'été, ils viennent avec leur gadget à eux, l'appareil qu'ils utilisent pour le moment, sur lequel ils ont un petit peu flashé, qu'ils n'ont peut-être pas encore acquis d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Benoît, cette semaine, s'y colle, et on va parler photo avec Benoît, évidemment, et pour commenter ça éventuellement, hein, s'il le désire, on a gardé Bruno avec nous, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on le jette. On l'aime bien. Et en même temps, voilà. Oui, il est bien, il est nickel. Et puis tu vas comme ça pouvoir t'amuser à savoir qui est Bruno et qui est Benoît. Oui, c'est ça. Je vais éviter de les switcher. C'est bien ce hors-série, Benoît, parce qu'on se faisait la réflexion, ça va répondre, mais comme ça tout le monde pourra le savoir, à une question qui avait été posée par un de nos éditeurs en regard d'un épisode, je pense que c'était le 171, auquel tu avais participé. On avait parlé un petit peu photo, comme on a l'habitude de le faire avec toi. Et là, il y avait une question de savoir qu'est-ce qu'il y avait de mieux ou de différent comme opportunité, entre guillemets, comme appareil photo complémentaire du smartphone. On va pas parler, on va le mettre de côté, l'appareil photo du smartphone, parce que ça, tout le monde en a un maintenant, c'est bon. Mais en plus du smartphone, quel type d'appareil, mis à part l'appareil réflexe, on pourrait trouver et vers lequel toi tu te tournerais volontiers? Alors moi, ça fait un moment que j'aime bien les boîtiers sans miroir, donc les boîtiers objectifs interchangeables mais qui n'ont pas le miroir du réflexe. Mais cette année, je me suis acheté un boîtier qui est pas franchement nouveau parce qu'il a presque un an, maintenant il a un peu plus d'un an, un Fujifilm X100F, qui est un produit vraiment intéressant. C'est un tout petit boîtier. Il est vraiment plus haut, pas encombrant. Plus haut. Voilà, Il est vraiment pas encombrant. Il est même carrément avec le pare-soleil, donc un jeu pare-soleil qui est vraiment très très petit, avec un objectif qui n'est pas interchangeable, donc il n'y a qu'un seul objectif, un peu comme un compact, mais c'est pas un zoom, c'est un objectif qui change pas, il reste sur la même focale tout le temps, et avec néanmoins un grand capteur, et donc une qualité d'image qui permet de faire des choses vraiment très très sympas. Et l'optique ouvre très fort, elle ouvre à 2, donc par exemple on peut se faire plaisir pour certains types de portraits, etc., pour avoir une belle image avec un fond qui va quand même être flou, si on le souhaite. Avec un joli bouquet, comme on dit. Avec un joli bouquet, effectivement, par rapport à... encore que maintenant les smartphones le simulent par logiciel, mais là on le fait par des moyens optiques traditionnels. Et c'est un boîtier que j'ai... L'idée c'était vraiment, je me dis, j'aurais bien quelque chose que je peux emporter avec moi. Les boîtiers sans miroir, les micro 4 tiers, Lumix, etc. sont des chouettes boîtiers, mais ils n'arrêtent pas de grossir. Ils ont de la stabilisation, mais des machins, donc c'est de plus en plus gros. Et ça commençait à m'embêter un petit peu. Je me suis dit, mais j'aurais bien retrouver un petit boîtier léger, je vais mettre dans un sac, partir... retrouver le plaisir de faire des photos sans avoir à emporter un gros truc, et le smartphone est pas assez chouette, et tout le reste devient franchement trop gros. Et Fujifilm semble être un des rares fabricants à s'intéresser aux gens qui ont ce besoin, avec un appareil qui est qualitatif mais qui est pas trop gros. Est-ce que c'est un appareil qui fait tout? On parle de city trip, mais dans un city trip on croise des gens, on peut faire des portraits, on peut faire des paysages de villes, de rues. Est-ce que c'est l'objectif choisi et qui est, on l'a dit, fixe sur l'appareil, est-ce qu'il est un peu tout-terrain quand même? Alors, moi je trouve que oui. Maintenant, il faut être honnête, il y a une question de regard. Donc, le piège d'un objectif fixe, c'est qu'effectivement, tu vas devoir tout photographier avec sans pouvoir zoomer, sans pouvoir te rapprocher ni quoi que ce soit. Or, traditionnellement, c'est vrai que si on fait, je sais pas moi, une place ou un paysage, quelque chose comme ça, on va vouloir partir plutôt sur un grand angle. Quand on va vouloir faire un portrait, traditionnellement, on part plutôt sur une position un peu plus télé. Là, il faut apprendre à pas faire ça. C'est ça. Mais ça fait partie... Et il y a des gens qui n'aiment pas. Il faut pas se poser de questions. Il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'ai appris la photo il y a beaucoup trop longtemps. Et à l'époque, j'avais pas les moyens de m'acheter tout ce que je voulais. Donc, j'avais un boîtier avec un objectif fixe et j'ai appris, monsieur, à m'en sortir avec ça. Et donc, je retrouve un petit peu les mêmes contraintes, parce que les contraintes, ça permet aussi d'être créatif. C'est-à-dire que tu dis, tiens, je vais faire un portrait. Parce que l'objectif est quand même un petit peu grand angle, tu vas être obligé de faire un portrait
quasiment obligé de faire un portrait qui va inclure des éléments d'arrière-plan, et ben c'est pas dramatique. Il suffit de se dire, ok, mais je cherche un arrière-plan qui va être chouette, qui va mettre mon sujet en valeur, et je vais faire un portrait qui va être chouette par rapport à ça. Je veux faire une place, un bâtiment ou autre, ben je vais chercher un angle qui va correspondre à ce que je peux faire. Et ce qui est très chouette, pour un city trip, c'est que du coup tu passes beaucoup moins de temps à réfléchir, tiens, est-ce que celui-ci je le fais comme ça, est-ce que je le fais comme ça, est-ce que je le fais comme ça, et après quelques jours à travailler avec l'appareil photo, tu as la manière dont la photo va être prise en tête, parce que comme toutes les photos sont prises exactement sous le même angle, oui, il n'y a pas d'option. Tu te poses plus de questions. Ouais, tu sais que c'est ça, et après 2 jours dans ta tête, elle est gravée. Tu vois et tu dis, là j'aurai un bon angle, paf, je vais là-bas directement. Il y a sur YouTube, il y a des vidéos, c'est souvent des magasins d'appareils photo d'ailleurs qui produisent, ou même des fabricants d'appareils photo, qui suivent un photographe, amateur averti ou professionnel, et qui donnent quelques exemples, etc. Et j'en voyais un il y a déjà quelques mois ou quelques années même maintenant, qui faisait, on parlait d'appareil photo réflexe, là pour le coup c'était un Canon, un réflexe, et qui faisait tout au 50. Parce qu'ils ont un bon objectif 50 qui ouvre à 1.4 si je dis pas de bêtises, et qui est pas très très cher, et le gars faisait tout en se promenant dans la rue, des étalages, des gens, de la foule, etc. Dans le même genre, j'en voyais un autre, tu parlais du micro 4 tiers, des appareils mirrorless, je pense que c'était Panasonic qui avait produit une vidéo avec un photographe professionnel qui avait un très bon objectif, c'est un 42.5, c'est un format un petit peu particulier qu'ils ont, qui est très bon aussi, un petit peu cher, mais qui est très très bon, et qui faisait tout avec ça, et qui expliquait que c'était possible de tout faire avec un seul objectif. C'est juste une question d'habitude, de bien connaître. Il vaut mieux faire ça que de chipoter avec 36 objectifs et de ne jamais savoir exactement, parce qu'on se laisse un petit peu aussi emporter par tout trop de technologie. À un moment donné, il faut mieux revenir à des choses un petit peu plus classiques qu'on maîtrise, quoi. C'est ça aussi l'idée. C'est un peu l'idée, effectivement. C'est-à-dire que comme toute façon, avec le boulot, on n'a pas nécessairement le temps, ou en tout cas moi à ce moment-ci, j'ai pas nécessairement le temps de faire tout le temps que je souhaite consacrer à la photo, et donc d'être durant l'année à m'entraîner suffisamment pour me dire ok, là maintenant paf, je passe sur telle optique, là je pour avoir 2 boîtiers, etc. Ce qui est amusant à certains moments de vie, mais qui pour le moment est pas quelque chose que je peux faire. Simplifier les choses, ça me permet de profiter du voyage, profiter de ce que je suis en train de faire, et en même temps profiter des photos, parce que ça devient vraiment, on se relaxe. Alors juste un truc, hein, quand tu dis on peut tout faire, on peut faire tous les sujets, ça c'est clair. Maintenant, il faut accepter la contrainte du truc. J'ai la contrainte du boîtier réflexe avec tous ces objectifs, c'est que tu as un sac de voyage dans le dos, et je l'ai fait, et c'est super amusant à un certain moment de vie d'être là avec le sac de voyage, et de se faire plaisir, et de changer d'objectif, et d'être, etc. Mais c'est un autre type de trip. Et là effectivement on peut se dire tiens, je veux cette image là mais je la veux comme ça, etc. et je sais que j'aurai exactement l'image que je veux. Ici il faut accepter de se laisser entraîner par le voyage. C'est ça, on est dans le voyage et on se laisse entraîner, et on a une opportunité, on l'a saisie, et il y a d'autres opportunités qu'on va faire autrement que ce qu'on aurait pensé au début, et puis ça donne des idées. C'est tout bête, mais en faisant une série de photos comme ça, on s'est retrouvé à un moment avec ma gamine qui jouait parce que quand on va dans une ville, ma fille, ce qu'elle adore faire, c'est trouver une plaine de jeux et jouer. Ce qui est un petit peu marrant, parce que tu vois, t'as des musées, t'as des trucs, tu fais un recueil de plein de jeux. Donc bon, pourquoi pas. Et je faisais des photos là-dedans, et j'ai trouvé un angle qui était assez sympa, un endroit qui permet justement de faire un portrait avec un cadre autour. Et puis j'ai commencé à faire ça dans toutes les villes, quelque part, où on est allé cette année. Et donc, je commence à avoir une petite série. Et je ne l'aurais pas pensé avec un réflexe, parce qu'avec un réflexe, j'aurais fait le truc classique. Elle est en train de jouer, le télé, on se met un peu loin, on n'est pas intrusif. Et voilà, ça t'emmène à autre chose. Mais c'est très amusant aussi. Finalement, tu peux faire un recueil de plaines de jeux, et où on sera pas, comme c'est toujours le même objectif qui prend les photos, on pourra vraiment comparer les plaines de jeux, hein, parce que c'est ça aussi. Les plaines italiennes, oui, tout à fait. En termes de réglage, les classiques, on va dire priorité à l'ouverture, priorité aux différents, les réglages habituels qu'on a sur les appareils photo. Là aussi, ils ont un peu plié l'histoire, entre guillemets. Alors, Fujifilm se fait plaisir. Ils reviennent sur des réglages photo traditionnels, c'est-à-dire que c'est vrai que les boîtiers actuels, et ça a beaucoup de sens sur des boîtiers très amateurs, ils vont avoir ce qu'on appelle le choix PASM, c'est-à-dire que tu vas te dire, je veux que mon appareil fonctionne dans un mode
quasiment automatique, avec les modes SAN ou en mode P. Je veux que mon appareil fonctionne en priorité ouverture, priorité vitesse ou priorité manuelle. Et ça a beaucoup de sens sur un petit boîtier compact. Parce que ce qu'on fait en pratique, on le met en automatique, on est tout le temps en automatique. De temps en temps, on sort en mode, et c'est ce que les gens font, hein, ils le mettent en automatique, ils le laissent en automatique. De temps en temps, pour se faire plaisir, quand ils veulent faire une photo un peu compliquée, ils le mettent en mode priorité ouverture, et puis ils vont faire un réglage un peu avec une molette qui est pas toujours très pratique sur un petit compact pour la priorité ouverture. Sur un réflexe et compagnie, j'ai toujours trouvé ça un peu ballot, parce que quand t'aimes bien la photo en général, dans les 3 modes, tu vas préférer un mode priorité ouverture, priorité vitesse ou priorité manuelle. Et du coup, le reste de la molette, il te gêne quelque part. Et donc, eux, ils n'ont pas mis la molette. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à l'ancienne. Tu as une bague de diaphragme traditionnelle ici sur l'objectif, sur laquelle tu vas pouvoir mettre ton choix de diaphragme ou la mettre en mode automatique. Et quand tu la mets en mode automatique, tu mets priorité à la vitesse, puisqu'évidemment, tu as fixé ce paramètre-là. Voilà. Même chose pour la bague de vitesse, tu as ta bague de vitesse, tu choisis ta vitesse, donc quand tu as choisi ta vitesse, tu es en priorité vitesse, ou tu le mets en automatique, ce qui veut dire qu'il est priorité au diaph, puisque tu as choisi le... Et si tu mets les deux ensemble, il est complètement en mode automatique. C'est ça. Et il y a une petite bague qui, si vous regardez les vidéos sur ce boîtier, les tests de ce boîtier, la plupart des gens qui l'ont testé ne l'aiment pas. Mais il faut comprendre une chose, la plupart des gens qui testent un appareil photo pour faire une vidéo sur Internet testent beaucoup d'appareils photo, donc ils ont 3 jours avec le boîtier. Et en 3 jours, c'est vrai qu'on ne tombe pas amoureux de la bague. Mais quand on l'utilise régulièrement, on tombe amoureux. C'est une petite bague pour régler la sensibilité ISO, donc la sensibilité du capteur, même chose, en automatique, il est en mode automatique ou sinon on le choisit. Et ça paraît pas très pratique parce qu'il faut tirer et tourner en même temps. Et donc, c'est vrai qu'on ne change pas très vite. Mais à l'usage, c'est très bien fait parce que la plupart du temps, on le laisse en mode automatique. Il y a un truc bien fait pour la gestion des automatismes là-dessus. Ou quand on fait de la photo au flash ou de la photo sur pied ou des cas particuliers, en un instant, paf, on a basculé en mode où on a choisi son réglage. Et donc, pour ce qu'on en fait vraiment, elle marche très bien. C'est ça, oui. Pour le mec qui fait des tests et qui voit passer des boîtiers les uns derrière les autres, il se dit « Ouh, c'est compliqué, machin ». Mais à l'usage, c'est super pratique. Oui, c'est ça. Donc, ils se sont fait plaisir, ils ont fait un bonne ergonomie. Il faut se méfier des fois des tests photos qui sont souvent bien faits. Hein. On voit rarement des tests photos mal foutus. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est que l'ergonomie, on a des habitudes de fonctionnement aussi, et chacun ses préférences. Sur tout appareil, d'ailleurs, pas uniquement les appareils photo. Hein. On aime bien avoir nos outils à portée de main. Ça dépend aussi de la taille de vos doigts, souvent. Et donc voilà, c'est pas le genre de choses que dans un test on va vous dire. Soyons clairs. Le problème du testeur qui fait beaucoup de tests, que ce soit dans un magazine ou autre, c'est que le boîtier, il a entre 3 jours et 1 semaine. Et entre 3 jours et 1 semaine, ce que tu compares, c'est tu compares aux autres boîtiers. C'est ça, et comme le fonctionnement est un peu différent, tu te dis c'est moins pratique parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude. Mais quand c'est ton boîtier que tu utilises tous les jours, c'est très différent. Après 1 semaine ou 2, tu t'es habitué. Et donc tu découvres que c'est différent. Et quand j'ai appris comment ça marche, c'est vachement pratique. Je reviens 2 secondes sur le mode automatique des appareils photo, quel qu'il soit, celui-là en particulier. Moi, ce que j'aime bien comme philosophie, j'ai entendu ça il y a quelques temps maintenant, et ça se répète, manifestement, c'est il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mode, même quand on aime la photo, le mode automatique, à condition de comprendre comment il fonctionne. J'aime bien cette philosophie-là, parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, si on aime la photo. Il vaut mieux bien comprendre comment fonctionne le mode automatique que de errer entre tiens, ici, je vais faire quoi, priorité à l'ouverture, ou machin, et à un moment donné, se fatiguer avec tous ces boutons, etc. Il vaut mieux utiliser le mode automatique et le comprendre, en fait. C'est ça l'idée aussi, pour s'amuser. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de honte, il y a une espèce de snobisme. Oui, de dire je vais faire en mode manuel, machin, etc. Si ça te fait plaisir et que t'aimes bien, faut pas se gêner. Mais moi, j'ai jamais compris le côté snob. À la fin, alors c'est différent d'un professionnel. Un professionnel, il est payé pour, etc. Mais nous, quand on achète un boîtier, on travaille toute l'année. Et puis, une fois qu'on a fini de travailler toute l'année, on se fait plaisir, on s'achète un beau boîtier, et puis il faut comment se prendre la tête. Non. Alors, perso, je suis pas un fan du mode tout automatique, parce qu'à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas ça. Et donc, j'ai l'habitude de la priorité ouverture, et donc j'ai mes habitudes
qui ne m'amène pas vers le mode tout automatique. Mais si tu as l'habitude du mode tout automatique, tu te fais plaisir avec, vas-y, fais-toi. À la fin, on est là pour se faire plaisir. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier ce côté plaisir qu'on peut tous se permettre dans ce genre de cas de figure. Et puis après, une fois qu'on a bien exploité le mode automatique, on peut aller chercher un peu plus loin, être un petit peu plus créatif peut-être. Pourquoi pas, ça n'empêche pas. Mais il y a une espèce de snobisme de dire « Oh non, le mode automatique, je l'ai foré, c'est bon. » Alors, il y a un autre truc justement pour quand on travaille en utilisant l'automatisme du boîtier. Ils ont une autre roue crantée pour les corrections d'exposition. Donc ça, c'est très malin. C'est-à-dire que tu peux, du coup, très facilement mettre un petit peu de ton goût. Si tu aimes bien des photos qui sont... Le boîtier a tendance à faire des photos qui sont plutôt exposées de façon assez... pas très risquée, je veux dire. Il va essayer d'éviter vraiment la surexposition. Moi, j'adore pas. Et donc, j'aime bien avoir une molette qui directement me permet de dire non, mais je la mets comme je veux. Et je peux le changer en fonction du sujet, ce que j'ai en face de moi. Je peux très rapidement dire, ouais, ici, je veux être plutôt prudent. Non, je veux prendre un peu de risque, etc. Et donc ça, c'est aussi un truc qui est très chouette. Et la dernière chose qui est super chouette, c'est le viseur. Ils ont un viseur qui est une tuerie complète. C'est un viseur qui est à la fois optique et électronique. D'accord. Donc, tu as un viseur optique, tu regardes par le viseur, tu vois directement ce qui se passe. Oui. Sauf que tu ne vois pas comme avec un réflexe via l'objectif. Le viseur, il est à côté, donc tu as une vision comme les boîtiers des années, il y a longtemps, type Leica et compagnie. Et donc, tu dois avoir une correction de parallaxe qui va simuler le cadre de ton objectif. Ouais, et donc il faut s'y habituer un petit peu, parce que si tu as un cadre serré, tu vas pas le faire. Hein. Ouais. Mais donc tu as cette vision, mais qui est super agréable de nouveau en déplacement, parce que quand tu es en voyage ou quoi, il fait beau, généralement on essaie d'éviter de se... Enfin, quand je vais en vacances en Écosse, mais on essaie en général d'éviter d'être... Enfin, on essaie de choisir des périodes où il fait beau, quoi. Ouais. Et donc, le fait d'avoir cette visée optique, ça te fait que tu n'as pas de problème d'écran, pas lisible, machin, etc. C'est très lisible. Et puis, si tu te dis, non, mais là, j'ai besoin d'avoir autre chose en termes de visée, attends, parce que je l'ai mis en... Voilà. Si j'ai besoin d'avoir autre chose, il a 2 modes électroniques. C'est-à-dire que tu peux mettre soit dans le cadre inférieur un tout petit écran. Donc, tu gardes ta visée normale et tu as un tout petit écran dans le cadre inférieur qui te donne une vue globale de l'image. Et donc, tu peux un petit peu être sûr vraiment, si la parallaxe n'est pas bonne, de corriger le tir. Ou d'avoir un zoom sur l'endroit où tu fais la prise de vue, l'endroit de ton centre. Ou tu peux carrément mettre tout l'écran en mode complètement écran. Donc, dans ce cas-là, il y a un petit cache qui vient se mettre, qui cache complètement le viseur et tu as un vrai écran. D'accord. Et donc, en fait, tu as une flexibilité énorme. Parce que si tu es à l'extérieur, il y a du soleil, je trouve que le viseur optique est génial. Tu veux faire une photo serrée où tu vas vraiment régler ton cadrage, le mode électronique. Tu es un peu entre les deux, tu mets le mode intermédiaire. Et bien c'est vraiment bien fichu. Voilà le coup de cœur de Benoît. Qu'en pense Bruno qui est bien sage dans son coin, qui écoute studieusement tout ce qui se dit. Je sais pas si tu fais beaucoup de photos, toi, Bruno. J'utilise mon smartphone pour faire des photos, parce qu'effectivement, je n'aime pas transporter des appareils, mais un appareil comme ça me donne envie de faire la photo. Effectivement, parce que j'aime bien les boutons mécaniques. Voilà, un peu il a un petit côté vintage, cet appareil, il faut le dire. Tout à fait. Et en même temps, il est quand même fortement technologique et bien pensé. Donc, ça m'a l'air vraiment d'être un super appareil photo. Et pas super accessoirisé comme des réflexes, etc., avec plein d'objectifs qui sont chouettes aussi. Mais là, un appareil comme ça qui tient entre guillemets dans la poche et dont on ne va pas perdre des pièces. Voilà, on n'a pas peur de... Il est robuste en plus, il a l'air un peu mastoc. Moi, j'ai pas eu de problème avec, mais après, j'ai pas fait un test pour enfoncer des clous en même temps. Non, mais c'est pas le but. C'est pas fait pour. C'est pas marteau. Mais non. On fera un jour un test de marteau. Ça dépendra. Il faudra trouver un chroniqueur qui a un coup de cœur pour un marteau. Mais on pourrait le faire, mais ici c'est pas le cas. C'est j'allais dire un téléphone, mais non, c'est un appareil photo. Rappelle-nous la référence. Donc c'est un Fujifilm X100F. Voilà. C'est le 4e modèle dans la gamme des X100. Tous les 2 ans à peu près, Fujifilm sort une mise à jour de ces modèles-là. Les premiers étaient un petit peu... franchement, fallait aimer parce que notamment l'autofocus était très lent, etc. Mais là, avec la 4e génération, on arrive vraiment à un produit qui est très, très mûr. Et complémentaire d'une petite imprimante dont tu nous avais parlé, me semble-t-il. Je vous renvoie à cette hors-série consacrée à une petite imprimante. Je sais plus comment Fujifilm Square SQ. Oui, c'est ça, c'est Fujifilm
SQ. Qui t'imprime en fait sur des papiers photos type Polaroid. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est un tirage Polaroid sur base de cet appareil qui parle très bien avec cette petite imprimante, on va dire imprimante avec des guillemets quand même. Hein. C'est une tireuse entre guillemets. On va dire ça comme ça. Voilà, le coup de cœur de l'été. Et je suppose que tu l'as emmené avec toi, tu l'emmènes avec toi partout, donc tu nous ramèneras des chouettes photos de plein de jeux en Écosse. Pourquoi pas, hein? Bien sûr. Oui. Merci en tout cas Benoît pour cette petite découverte et nous avoir parlé avec passion de cet appareil. Merci également pour sa petite contribution à Bruno, qui reviendra lui aussi prochainement. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires à faire, des suggestions à nous faire, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. Passez de bonnes vacances. À très bientôt. Au revoir.